Les images sont spectaculaires. Une humiliation pour la Russie. Son bateau lance-missile Ivanovets à 60 millions d'euros a été coulé par les Ukrainiens après une attaque de drone. Comment cet exploit a-t-il pu se réaliser? Qu'est-ce que ça dit de la marine russe en pleine guerre en Ukraine? Avant d'entendre nos experts, Lydie, je me tourne vers vous. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, images à l'appui. Oui, des images impressionnantes. Effectivement, vous le disiez, 2 minutes de vidéo captée par des drones ukrainiens dépêchés sur place qui montrent comment ce porte-missile bateau Ivanovets de la flotte russe a été coulé par des drones navals. Cela s'est passé dans la soirée du 31 janvier. On voit le navire tenter de contrer cette attaque de Kiev en vain puisqu'il finira par couler quelques minutes plus tard en s'inclinant, on le voit, vers l'arrière après une explosion qui lui a été fatale. Un navire de plus de 60 millions d'euros, le tout, on le disait, filmé, diffusé. On peut véritablement parler d'une humiliation pour la Russie. Son bateau lance-missile Ivanovets. On pensait en plus que toute la flotte russe était située à l'est de la Crimée en mer Noire. Eh bien non, cette vidéo nous prouve que non. Kiev qui a décidé d'harceler véritablement la flotte russe, la mettre sous pression et qui, faute de navires, utilise donc des drones aériens. Alors ce bateau, on va s'intéresser à lui car c'est une perte significative pour la Russie. Ce n'est pas le plus grand de son arsenal, mais regardez, il fait tout de même 56 mètres de long avec à son bord tout de même 50 hommes, on le disait, 60 millions d'euros et sa destruction. Elle fait suite, en plus, à une longue série de navires qui a été endommagée. Et quand on regarde les dates qui ont été compilées par Benjamin Cruard, on voit bien que tout s'accélère depuis l'année 2023 avec la moitié de ces bateaux détruits. L'année dernière, avec l'Ivanovets, donc en 2024, dernière en date. Un navire qui a été présenté en plus l'année dernière par le ministère russe de la Défense en mettant en avant ses qualités, présentées dans une vidéo diffusée là aussi sur les réseaux sociaux comme un bateau de patrouille non seulement conçu pour détruire des navires de surface mais aussi des véhicules de débarquement ou de transport ou encore protéger les bateaux alliés des attaques aériennes. Voilà pourquoi aujourd'hui sa perte constitue un échec pour Moscou. Mais Moscou n'a pas assumé cette perte. Alors les autorités russes, elles n'ont pas officiellement réagi, mais on a un blogueur militaire russe qui est proche du ministère de la Défense qui a précisé jeudi sur Telegram qu'un bateau russe avait été, je cite, endommagé lors d'une attaque nocturne dans le lac Crimée. On se doute bien qu'il s'agit donc de cette attaque. Le sort de l'équipage également, on en parlait, 40 à 50 marins pour une corvette, eh bien il reste inconnu à ce stade. En tout cas, une chose est sûre, ces derniers mois, on a l'Ukraine qui a mis en échec une flotte russe qui est pourtant réputée comme plus puissante que la sienne et qui a réussi à éloigner, on le disait, ces navires du sud-ouest, du moins de la mer Noire. Merci beaucoup Lydie pour ces informations. Samantha, ça fait beaucoup, un bateau par mois qui est coulé, touché par l'Ukraine. Que se passe-t-il ? Alors, il y a quelques minutes, nous avons parlé du plan du général Zaloujny d'utiliser la technologie pour gagner cette guerre. Et bien là, il y a un exemple concret de cette technologie en application. Les drones qui ont fait couler ce navire sont des drones Magura V5. Ce sont des drones de fabrication ukrainienne qui peuvent aller jusqu'à 800 km, qui peuvent être utilisés soit pour de la reconnaissance, soit pour filmer, parce qu'ils sont dotés d'une capacité de filmer, soit comme des drones kamikazes, donc ils peuvent transporter une charge explosive allant jusqu'à 300 kilos. Et donc, voilà, ce sont ces drones-là qui ont détruit ce navire. C'est l'innovation, la technologie dont parlait le général Zaloujny. Et là, on voit que ça peut vraiment faire des dégâts. Parce que l'Ukraine a pratiquement neutralisé la flotte russe en mer Noire. L'Ukraine, un pays qui n'a presque pas de marine, a réussi à vraiment avoir le dessus en mer Noire. Les Russes ont dû retirer une partie de leur flotte dans une base en Algérie, qui est en Abkhazie, qui était en Géorgie. Donc la Géorgie indépendante, mais l'Abkhazie est sous contrôle russe pratiquement depuis l'indépendance de la Géorgie en 91. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant que le général Zaloujny ait publié cet article dans CNN et que, plus ou moins en même temps, nous avons cet exemple frappant de cette technologie à l'œuvre. Et oui, c'est beaucoup, ça fait souffrir les Russes et ça a débloqué aussi beaucoup des problèmes dans la mer Noire. Donc ce sont des applications concrètes qui ont des résultats qui peuvent faire tourner les choses.
Ça fait souffrir les Russes, nous dites-vous. Eh bien, on va partir retrouver nos envoyés spéciaux, Marianne Kotonov et Éric Josset, en Ukraine. Marianne, comment réagit-on justement du côté des Ukrainiens après cet exploit qui a été relayé dans le monde entier ? Évidemment, c'est la joie, parce qu'il y a tellement peu d'avancées terrestres que là, chaque fois qu'il y a une victoire comme ça met du baume au cœur, d'autant que c'est sur un terrain où on n'attendait pas l'Ukraine, vu que la Russie a quand même une flotte beaucoup plus puissante. On se souvient déjà tout au début de la guerre, l'histoire du Mosca qui avait été coulé donc devant l'île aux serpents et ce fameux geste de soldats ukrainiens faisant un doigt d'honneur donc devant ce bateau russe en disant « va te faire foutre bateau russe », qui avait même donné lieu à l'édition d'un timbre. Donc là, il s'agit cette fois-ci d'un bateau antimissile, je vais y arriver, d'un bateau antimissile qui contient normalement 48 membres d'équipage et là, selon le renseignement ukrainien, il n'y aurait pas de survivants. C'est une opération, encore une fois, que l'on doit au renseignement ukrainien et également à l'association présidée par Volodymyr Zelensky, United 24, donc qui a œuvré également pour pouvoir abattre ce bateau. Donc vous voyez ici évidemment grande satisfaction, d'autant que je vous le disais, sur le front russe, sur le front ukrainien, que ça soit dans l'est ou dans le sud, les avancées sont quand même très très faibles. Merci Marianne Kotonov avec Éric Josset, nos envoyés spéciaux dans la région de Zaporijia. Général, comment se fait-il que la Crimée et que la marine russe soient devenus un talon d'Achille, en tout cas un point faible pour Poutine ? Je pense déjà au niveau politique qu'il faut se rappeler ce qu'a dit Zelensky il y a 1 mois et demi, 2 mois, en disant que le Donbass, c'était pas la peine d'y aller parce qu'il n'aimerait jamais à le reconquérir, vu que le sentiment anti-ukrainien, oserais-je dire, est très profond, et qu'en revanche, la Crimée était plus à sa portée. Donc je dirais que ça peut expliquer une partie de cela. Ça, je parle du côté ukrainien. Le côté ukrainien aussi, il faut quand même voir, comme ça a été dit d'ailleurs, c'est interdire finalement la libre circulation des navires de guerre russes, pour qu'ils n'entravent pas, d'une part, l'exportation des céréales notamment, mais aussi, comme en témoigne d'ailleurs la destruction de ce navire, une capacité de tir de la mer vers la terre avec les missiles qu'ils portent. Parce qu'il paraît qu'ils sont utilisés aussi pour cela. Donc voilà, donc déjà neutraliser la capacité navale russe, sachant qu'au début de la guerre, il y avait une vingtaine de navires recensés, dont 6 sous-marins. Aujourd'hui, les 12, en gros, qui ont été présentés par Benjamin montrent qu'il en reste déjà plus que 8, en gros. Ça veut dire que la flotte russe est fortement affaiblie et qu'elle ne peut pas se reconstituer puisque le détroit du Bosphore lui est interdit. Donc déjà, c'est un affaiblissement progressif et donc finalement la perte de la maîtrise de la mer Noire face à un pays qui n'a pas de marine. C'est quand même, il faut le dire. De l'autre côté, pourquoi les Russes finalement sont en situation de faiblesse ? Je crois qu'il y a des explications, même si elles ne sont peut-être pas forcément toutes bonnes. Mais déjà, moi je remarque l'incapacité à se protéger contre les attaques de drones navals, malgré que cela arrive depuis plusieurs mois. C'est qu'au point de vue justement technologie et innovation, on n'a pas encore trouvé la parade, je dirais, à ces attaques de drones très difficiles à identifier. 200 km cette frappe, enfin cette attaque, 200 km, portée éventuelle 800 km, avec des capacités explosives. Donc finalement, est très difficilement décelable. Remarquons quand même que ça a été fait de nuit en plus. Alors les voir de nuit, c'est encore autre chose, sans oublier que on voit bien, les images étaient très, très parlantes. Donc, on est bien dans une situation où, et d'ailleurs ça c'est valable pour toutes les flottes aujourd'hui, quelles qu'elles soient, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de faire face à cette nouvelle menace. Et si on parle d'innovation, j'irais même à terme, puisque Zaloujny en parle dans son papier du développement d'une capacité d'armement national, d'industrie d'armement national, même si ça existait déjà avant, finalement, il met sur le marché, entre guillemets, un produit innovant qui peut intéresser beaucoup d'autres nations, une fois que je dirais que la paix sera revenue. Mais là, nous avons un vrai souci aujourd'hui, que ce soit les drones à terre ou les drones en mer. Nous avons beaucoup de difficultés, quelles que soient les armées, on le voit bien, à imaginer la parade. Et ce n'est pas uniquement les contre-mesures électroniques qui permettront d'y contribuer. D'abord, quand on a vu les images tout à l'heure, on voyait bien que les drones ont été identifiés et tirés. On n'a pas été capable de les détruire et qu'une partie est arrivée au but. Donc aujourd'hui, toutes nos marines sont en situation de faiblesse. Et puis maintenant, on a évoqué les prix. Le coût d'un bateau, des dizaines de millions d'euros pour un navire, je ne parlerai pas de 2 milliards pour un porte-avions ou 3 à 4 milliards, par rapport à des drones qui valent peut-être 10 15 000 euros. Il y a une réflexion sur le coût de la guerre en termes d'équipement, développer beaucoup de drones navals qui ne coûtent pas très cher, ils sont performants, pour détruire des flottes de navires
où on met beaucoup de temps à fabriquer un navire pour un coût exorbitant. Donc ça va peut-être changer aussi la guerre dans la mer, la guerre navale, puisqu'on se dira, est-ce que ça vaut toujours le coup d'avoir des navires, puisqu'ils sont devenus tellement vulnérables. À 200 km, se faire couler son bateau par des drones, on peut quand même se poser la question sur cette vulnérabilité nouvelle. Oui, camouflé pour le président russe. Oui, c'est sûr que, surtout qu'il y avait eu cette affaire tellement emblématique du Moskva, Oui. le navire amiral, donc c'était déjà, Les Mariannes. oui, c'était déjà difficile à avaler, si j'ose dire, pour les Russes. Donc c'est un sujet qui est très sensible chez eux depuis cette affaire. Mais c'est aussi, alors on considère aussi qu'évidemment, si les Ukrainiens disent que le Donbass, ça va être très difficile. Ils ne veulent pas lâcher du tout la Crimée parce que c'est un moyen de pression énorme sur Vladimir Poutine, qu'on a fait un symbole de son opération militaire spéciale et de la conquête depuis 2014. Et le jour où il y aura une négociation, évidemment, ce sera pour les Ukrainiens un moyen d'avoir un levier pour négocier avec les Russes. Et puis aussi, c'est la preuve qu'ils sont obligés de s'adapter. On dit qu'en ce moment, sur le front, le rapport concernant les obus à la disposition des Ukrainiens et ceux des Russes, on parle de 1 à 5, voire 1 à 15 dans certains endroits. 1 pour les Ukrainiens, bien sûr, et 5 à 15 pour les Russes. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas suffisamment d'obus pour ces combats terrestres, ils utilisent ce qu'ils ont inventé, ce qui est le plus efficace, effectivement, ce sont les drones marins, qui sont tellement récents qu'en effet, les Russes n'ont toujours pas les contre-mesures nécessaires pour l'instant. Donc, en fait, ils se déploient là où ils ont des chances de gagner, les Ukrainiens. Et là, avoir touché, écoulé ce bateau tout en le filmant, parce qu'il y a aussi cette guerre de communication qui est tellement importante pour que les Ukrainiens prouvent à leurs alliés qu'ils sont toujours en mesure de se battre et qu'ils y croient encore, en tout cas à cet endroit-là, et bien évidemment c'est très important. Oui, c'est l'une des dimensions cruciales, que le monde entier voit la capacité de Kiev à déstabiliser la Russie en mer Noire. L'idée, c'est de dissiper le doute, en tout cas l'inquiétude, en tout cas l'atténuer sur le fait que d'abord ils vont résister, tenir longtemps, même s'ils n'ont plus d'obus, parce que notamment les Européens ne leur livreront pas les obus attendus, mais qu'ils sont capables, encore une fois, effectivement, de tenir. Alors on a commencé l'émission avec les avions russes qui lâchent des bombes là où ils ne devraient pas sur leurs amis. On continue avec la flotte russe qui n'existe plus, comment dirais-je, je ne vais pas dire anéantie, mais en tout cas incapable, en incapacité grâce à un pays, aux actions d'un pays qui n'a pas de flotte. C'est vrai, heureusement, je dirais que c'est comme ça, parce qu'effectivement, sinon, la Russie aurait gagné la guerre, ce que personne, évidemment, ne souhaite aujourd'hui.